C'était le plus grand retour de l'histoire de la politique américaine. Oui, rien ne s'en approche. Il était fini, puis il est revenu, mais il doit maintenant régler des comptes. Ce n'est plus seulement une question d'être au centre de l'attention. Il s'agit aussi de se venger de ceux qui ont essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. Troisième mandat? Je pense qu'ils font ça pour troller. Je veux dire, il faut y prêter attention. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment Trump pourrait s'en aller. Parce qu'à l'instant où il dit « D'accord, je ne me présente officiellement plus », alors l'attention se porte sur quelqu'un d'autre. Cela ne l'avantagera pas. Jonathan Karl est correspondant en chef à Washington pour American Broadcasting Company News et co-présente cette semaine avec George Stephanopoulos. Il a aussi présidé l'Association des correspondants de la Maison-Blanche et publié Rétribution, troisième livre d'une trilogie sur la dernière campagne présidentielle débutée en 2021. Merci de me rejoindre, Jonathan Karl. Super, merci de m'avoir invité. Donc, c'est une trilogie. C'est votre troisième livre. Êtes-vous le John Ronald Reuel Tolkien? C'est le 4e. C'est le 4e? Comment ça s'appelle? C'est comme un... Quadrologie? Ouais. Même si ce n'était pas le cas, on a inventé un mot. Voilà, ça sort cette semaine et tu as été expert à la Maison-Blanche. Tu as réussi en quelque sorte à passer à travers l'aiguille d'un impossible équilibre, garder le plus haut niveau d'accès, un respect incroyable parmi tes pairs journalistes et recevoir malgré tout les insultes du président Trump, ce qui semble être un insigne de courage. Comment as-tu fait ça? Ça a dû être difficile. Et pour commencer par les grandes questions, comment as-tu réussi à maintenir ces trois aspects qui semblent pourtant être des caractéristiques mutuellement exclusives? Je pense que la clé, c'est au tout début. Tout d'abord, j'avais une relation avec Donald Trump bien avant son entrée en politique. J'ai été journaliste au New York Post. Je l'ai interviewé pour la première fois en 1994 à la Trump Tower. J'avais une exclusivité sur Michael Jackson qui séjournait là après son mariage avec Lisa Marie Presley et Trump m'a fait visiter. Et c'était, vous savez, enfin bref, c'est ainsi qu'a commencé une relation qui a largement précédé son rôle de figure politique. Donc ça en fait partie, mais plus important, je l'ai toujours traité, lui et eux, avec sérieux et avec le respect qui s'impose lorsqu'on a remporté la présidence. Donc ce n'est pas mon rôle, vous savez, d'être ce que Trump appellerait le parti d'opposition. Et il me provoque avec ça. Ses partisans le font parfois. Je me fais troller. J'ai toujours pensé que, comme journaliste, nous ne devons pas en faire une affaire personnelle, peu importe s'il m'insulte. Je ne vais pas rester là à dire « Comment osez-vous » C'est comme ça m'est égal. J'essaie de ne pas y prêter attention. Parfois, ça dérange quand quelqu'un dit quelque chose d'horrible sur toi, mais je me dis que ça n'a pas d'importance. Je fais juste mon travail. Et je pense qu'ils voient aussi que même quand ils n'aiment pas mes reportages, je suis précis et je suis juste. D'accord. Eh bien, je veux dire, je suis fasciné par le profil psychologique du fait d'être interpellé sur Truth Social. Ça doit provoquer une certaine dissonance parce que d'une certaine manière, c'est une forme de reconnaissance, comme si on disait « touché, tu l'as atteint, n'est-ce pas ?» Comme toi, mais en même temps, tu sais, il a énormément de followers et il doit y avoir une sorte de choc, genre « Oh mince, le président me cible personnellement. Je sais que tu dis que ça t'est égal, mais explique-moi ce que tu ressens. » Ça doit être étrange de se retrouver dans l'actualité, même si tu n'en as pas envie. Je déteste toujours ça. Absolument. Pas parce que je me fais attaquer, mais parce qu'il y a une tendance à essayer de faire en sorte que je devienne ensuite une partie de l'histoire. C'est ça. Vous savez, et aussi quand on se fait attaquer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision en direct, il y a un effet de répercussion. On reçoit des menaces et entend des choses horribles sur elles, mais j'ai essayé de compartimenter et d'ignorer cela. Ça arrive vraiment. Mais je sais aussi que, pour la plupart du temps, vous savez, Trump n'en a pas vraiment besoin. Je vais vous dire, il y a eu un incident dans le bureau ovale il y a quelques semaines où il s'en est vraiment pris à moi. Je posais des questions sur la liberté d'expression et l'engagement envers la liberté d'expression, et Pam Bondi allait s'en prendre à lui. Tu t'attaques au discours de haine. Et certains de ses propres alliés disaient « Oh, nous croyons que, vous savez, même le discours de haine, c'est de la liberté d'expression. » Bref, j'ai donc posé une série de questions à ce sujet. Et... il s'est attaqué à moi, c'est normal, comme dit, j'y suis habitué. Mais dès que ça, vous savez comment ça se passe dans le bureau ovale.
Il y a le pool de presse, les caméras tournent, et puis quand Trump s'arrête, ils nous mettent tous dehors aussi vite qu'ils peuvent. Voilà. Donc dès que c'était fini, j'ai commencé à sortir et Trump m'a fait un signe de la main. Je m'approche du bureau résolute et il me dit « On est bon ?» Et je lui dis « J'étais là. Tu as été plutôt dur là-bas. » Et il m'a dit « Oh non, non, c'est toi qui as été dur. Tu as été dur. » Et puis, alors que je sors, on peut l'entendre. En écoutant le flux principal, vous l'entendrez dire cela. « Merci Jonathan. Merci John. » Et ça, c'est juste après qu'il m'ait attaqué d'une manière qui vous ferait croire qu'il me détestait. Mais ensuite, il me sourit et plaisante avec moi. Et... Penses-tu que l'effet net, c'est comme un effet de conjoint battu? Est-ce qu'il essaie vraiment de faire ça ou c'est plus pour le spectacle, comme du catch kayfabe? Est-ce qu'il essaie de faire le spectacle et de te garder sous contrôle? Ou qu'il y croit vraiment? Je veux dire, et je ne veux pas forcément entrer dans le profil psychologique de Donald Trump à ce sujet, mais si quelqu'un pouvait avoir des éclaircissements là-dessus, ce serait toi. Qu'en penses-tu? Qui est-il vraiment? Est-ce que tout ça, c'est juste pour le spectacle et les caméras? Ou essaie-t-il de te faire comprendre que tu dépasses les limites et que tu risques de perdre l'accès? Écoute, tu sais que mon premier livre s'appelait « Au premier rang du spectacle Trump ». C'est ça. Et il est sorti pendant la première administration Trump. Je l'ai écrit. Il est sorti avant le Covid. Et vous savez, mon point était qu'il considérait toute sa présidence comme, en gros, la plus grande émission de télé-réalité du monde. Et selon ce critère, c'était Malala Rancho. CP7 Citrar, c'était la plus réussie que le monde ait jamais vue. Il est devenu l'être humain le plus célèbre de la planète. J'ai dit qu'il était la vedette, producteur exécutif et attaché de presse du spectacle Trump. Dans un spectacle, il faut des personnages variés et des conflits. C'est un peu différent au second mandat. Nous avons dépassé le spectacle Trump, même s'il reste un moteur pour lui. Le livre s'intitule « Rétribution ». Et je retrace son retour au pouvoir. Et son retour au pouvoir concerne en grande partie le fait de se venger de ceux qui se sont attaqués à lui, que ce soit légalement, politiquement, ou qui l'ont ostracisé. Pensez à comment il a quitté la Maison-Blanche. Ouais. Je veux dire, les entreprises de réseaux sociaux l'avaient banni de leur plateforme. Il n'était plus sur Facebook, il n'était plus sur Instagram, il n'était plus sur Twitter. Il n'était pas dans une bonne situation. Il n'était pas dans une bonne situation. Et les grandes entreprises américaines avaient en déclaré « Non seulement nous n'allons pas donner d'argent à Donald Trump, mais nous n'allons pas non plus donner d'argent à aucun républicain qui a voté en faveur de la contestation des résultats de l'élection. » Ce qui est, bien sûr, ce que Donald Trump voulait. Il était ostracisé, considéré comme un paria par les entreprises américaines et ce milieu. Et il est revenu dans ce qui est, vous savez, il faut le dire, la revanche. C'est aussi le plus grand retour de l'histoire politique américaine. Il n'y a rien qui s'en approche. Je veux dire, Richard Nixon a perdu l'élection présidentielle, il a perdu la course au poste de gouverneur. Je veux dire, c'est de la rigolade. Pour lui, c'était fini, il est revenu. Mais en revenant, vous savez, il a absolument des comptes à régler. Ce n'est plus seulement être au centre de l'attention, mais aussi se venger de ceux qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Avant d'aborder la vengeance, qui est selon moi, comme vous l'avez dit, le thème principal et qui en a surpris plus d'un, cette révélation, tout ce discours, et on a entendu tellement de discours de Donald Trump au fil des années que dans ce cas-là, ce n'était pas de l'hyperbole. Mais ce retour, vous savez, parce qu'au Club de la presse, on parle de la presse et des médias, et pas tellement de journalisme, mais pouvez-vous simplement donner votre point de vue sur l'écosystème de l'opinion et des médias? Vous savez, sans certains médias très favorables, que ce soit des podcasts indépendants, des chaînes d'information en continu, des influenceurs sur les réseaux sociaux, il me semble que Donald Trump n'aurait pas pu faire cela tout seul, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Cela paraît contraire aux normes journalistiques. On se retrouve dans un espace médiatique étrange. Qu'en pensez-vous? Eh bien, écoutez, je pense que c'est quelque chose dont les gens parlent depuis qu'il a commencé à se présenter. Et je me souviens que j'ai fait la première interview de Donald Trump sur un grand réseau pendant la campagne, 2016. C'était en fait en août 2013. Donc c'était bien 2 ans avant qu'il ne descende l'escalator. Je suis allé en Iowa. Il allait en Iowa. C'était une semaine d'actualité calme. Je me suis dit, tu sais, pourquoi pas? C'était pour cette semaine. On a diffusé 5 minutes. J'ai passé une demi-heure avec lui. Et c'était une conversation bonne et intéressante.
Je ne lui ai pas demandé, ce n'était pas uniquement. En fait, il y a une partie de l'entretien que nous n'avons finalement pas diffusée parce que, vous savez, c'était presque une demi-heure avec lui. En 2013, je lui ai demandé si vous vous présentiez à la présidence, quel serait votre slogan. Il a dit « Rendre l'Amérique grande à nouveau ». Je veux dire, ça aurait pu être bien parce que j'étais surtout en train de lui demander ce qu'il pensait des autres candidats, ce qu'il pensait, vous savez, des démocrates. J'ai passé en revue et je lui ai demandé à propos de chacun d'eux, toi, Ted Cruz, Marco Rubio, Paul Ryan, tous ces noms, certains venant du Parti démocrate. Il s'intéressait alors à la politique sans y être vraiment engagé. Oui, oui. Mais écoute, je pense qu'on peut dire une chose et j'ai reçu beaucoup de critiques pour cette interview de la part de certains, du genre « Pourquoi tu prêtes attention à Donald Trump ? Pourquoi tu le prends au sérieux ? Il ne se présentera jamais à la présidence. » Il essaie juste d'augmenter l'audience de The Apprentice ou peu importe. Et tu sais, j'ai dit, j'écoute, ce gars est là dehors. Il va en Iowa. Il reçoit un très bon accueil, je pense que ça vaut au moins la peine de lui parler. Ensuite, un est devenu un spectacle pendant les 2 années, suivant l'annonce de sa candidature à la présidence. Bien sûr. Vous savez, bien sûr, la télévision par câble diffusait son discours, en particulier CNN qui diffusait ses discours en direct. Il diffusait même, de façon célèbre, le pupitre vide, comme si Trump allait arriver à tout moment, parce que les gens voulaient en voir. C'était intéressant. Vous aviez ces candidats formatés, que ce soit Hillary Clinton ou Jeb Bush à l'époque, qui répétaient sans cesse le même discours, faisaient très peu d'interviews et étaient extrêmement disciplinés dans leurs propos. Trump improvisait totalement, ce qui rendait la situation divertissante. Je pense que si vous reveniez en arrière, comme je l'ai dit avant l'interview, je n'aime pas parler de la presse. Et je déteste quand les gens disent « Eh bien, quoi ?» Mauvaise interview, mon ami? Et les médias, pourquoi font-ils cela? Mais qu'est-ce que les médias exactement? Comme Brian Glenn. Qu'est-ce que c'est? Je vais prendre ça, les médias. Autrement dit, comme les grands médias traditionnels. Comment appelle-t-on ça? Les médias traditionnels, ou le terme que tu veux. Je pense qu'on peut dire qu'à l'époque où Donald Trump est apparu pour la première fois sur la scène, en tant que candidat, il y a eu une couverture médiatique massive de Donald Trump parce que c'était un spectacle. Il était unique. Couvrir quelqu'un qui fait sensation, c'est bien. Mais il n'y avait pas assez de journalisme d'investigation. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas seulement la presse. Vous vous souvenez d'American Bridge? Ce groupe, ils font des recherches d'opposition sur les candidats. Ils ont produit un livre. J'en avais la version reliée. Je l'ai dans mon bureau. Ils ont publié un livre début 2016 opposé, avec un chapitre sur chaque candidat républicain majeur. Donc vous pouviez parcourir et voir, vous savez, ce que les... Tu as donné un coup de pied au chien? Ouais. Que ce soit tous ces noms que vous savez, Rick Perry et... Évidemment, Ted Cruz, Lindsey Graham, Jeb, toutes ces personnes. Aucun chapitre sur Donald Trump. Ils n'avaient rien sur Trump car ils ne pensaient pas qu'il se présenterait. Ils étaient sérieux, ils étaient sérieux et c'était un peu partout pareil. Avant une campagne présidentielle, un important travail d'investigation est mené sur tous les candidats potentiels. Et peu de gens, ce n'est pas seulement les médias, pensaient tant que Trump allait vraiment être candidat. Au moment de vos investigations sur Trump, il était déjà le favori pour l'investiture républicaine. Je me souviens avoir été à un dîner en 2016 et son nom a été mentionné et un ami qui recevait a dit « Non, on ne va pas en parler, c'est une perte de temps. » Il n'en parle pas car cela n'arrivera jamais. Ouais. Alors, est-ce que ça a marché? Je veux dire, est-ce que tout le monde en parlait ou est-ce que personne n'en parlait? Ouais, je veux dire, tu sais, je dirais que tu fais partie du haut du panier de ceux qui ont accès et qui rendent compte de manière assez juste parmi les personnes ayant un accès de premier plan à la Maison-Blanche. Je pense que tu reçois beaucoup de critiques des gens. Tu es critiqué par la droite parce que Trump t'insulte et tu reçois des critiques de la gauche parce qu'ils pensent que tu jettes de l'huile sur le feu. Mais tu sais, c'est presque comme si Trump avait un effet de jiu-jitsu sur les médias ou la presse en les laissant tomber dans son piège. Et puis, tu sais, quelqu'un dit quelque chose d'un peu critique et il peut les montrer du doigt. Je suppose que pour toi aussi, ton objectif essaie de rester sérieux, mais il doit bien y avoir des moments où tu n'arrives pas à croire ce qui sort de la bouche de Trump ou de ses sbires. Et tu sais, ce que je fais est très différent de ce que je ferais si je dirigeais une chaîne câblée, ce qui, Dieu merci, n'est pas le cas.
Mais ensuite, tu dois prendre des décisions sur le fait qu'il va passer 1 heure dans le bureau ovale à pontifier. Est-ce que tu diffuses demain en direct et qu'est-ce que c'est du journalisme? Ce sont des questions différentes. Heureusement, je n'ai pas à prendre ces décisions. Tu es déjà allé sur mediaite.com? Tu sais, c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment eu du mal. C'est qu'on couvre, on est devenu un endroit qui répond à la question qu'est-ce que j'ai raté? Ouais. Et ça s'inscrit parfaitement dans, tu sais, Trump a défini l'économie de l'attention. Et donc, en le prenant au sérieux et en couvrant chaque caprice du président, tu ne peux pas vraiment l'ignorer. Mais en même temps, c'est une distraction formidable en ce moment. Par exemple, l'économie n'est pas plus forte aujourd'hui qu'il y a 1 an, mais personne n'en parle. Il y a beaucoup de controverses. Inonder le terrain est une véritable tactique qui a fonctionné pour lui. Mais c'est presque un euphémisme, non? Comme inonder le terrain, comme inonder exponentiellement le terrain avec des lances à incendie à tous les niveaux. C'est fou. Donc, comment fais-tu s'il faut presque faire une sorte de triage en tant que journaliste pour choisir les sujets? Comment tu gères ça? Qu'est-ce qui relève de la distraction ou d'une actualité majeure à traiter? Je dirais qu'il y a 2 façons différentes de voir ça parce que, en fait, j'ai un peu 2 casquettes ici. L'une, c'est de le couvrir au quotidien en tant que journaliste et co-présentateur d'une émission du dimanche qui a son propre rythme et où nous devons rester à jour sur l'actualité. Et nous devons, vous savez, dans le cas de l'émission du dimanche, nous avons une semaine. Voilà. Et nous pouvons tous les deux regarder un peu la semaine qui vient de s'écouler et essayer de lui donner du sens, d'apporter aux gens ce qui a compté pendant cette semaine, et aussi parler de la semaine à venir, de ce à quoi s'attendre, de la direction que nous prenons, et discuter avec les principaux acteurs de l'actualité. C'est une chose. C'est aussi en tant qu'auteur et journaliste écrivant des livres. Je veux dire, pour moi, c'est pour ça que je n'aurais jamais pensé que j'écrirais aujourd'hui 4 livres sur cette époque politique. Je veux dire, j'ai été un peu entraîné de force à écrire le premier livre. Il y avait un agent littéraire, il s'appelle David Larabel, qui essayait de me convaincre d'écrire un livre depuis avant que Trump n'entre en fonction. Et tu es tellement occupé par le quotidien, tu es tellement occupé. C'est comme... Comme, où trouves-tu le temps de faire ça? Et puis, un jour, il est venu à Washington et il m'a emmené prendre le petit déjeuner. Et avant même que nous ayons commandé le café, il a glissé un morceau de papier de l'autre côté de la table. Je l'ai regardé et il était écrit dessus « J'aimerais encore avoir ce papier ». Le texte disait juste « Première loge au spectacle de Trump. Voilà ton titre, fais-le ». Et je l'ai fait. J'ai mis tout mon cœur et mon âme dans l'écriture de ce livre. Et ma motivation à ce moment-là, c'était que je pensais être témoin de quelque chose que personne n'avait vraiment vu dans l'histoire américaine. C'est ça. Et je ne voulais pas tellement porter un jugement, vous savez, ce n'était pas un pamphlet. Je n'étais pas là pour encenser ou enterrer quoi que ce soit. Tu ne parlais pas à des convaincus, c'est rare. Je voulais permettre aux gens, plus tard, de répondre à la question. Qu'est-ce que ça faisait d'être là-bas? Mais une fois que j'ai fait ça, j'ai compris que c'est une façon de gérer le poids de tout ça. C'est de prendre du recul, d'écrire un livre. Et en écrivant un livre, tu reviens sur tous ces événements qui te sont tombés dessus comme des lances à incendie. La fameuse vue à 30 000 pieds d'altitude. Et essayer de comprendre ce qui comptait, ce qui a percé et ce qui, tu sais, compte vraiment. Oui, mais c'est difficile, je veux dire, c'est brutal. Et au quotidien, c'est vraiment dur. Ah, il y a un extrait sur ton livre que je veux lire parce qu'il est vraiment remarquable. Ceci est, je cite, un portrait brillant de la façon dont la politique a conduit l'Amérique, à reculons et en criant, vers 2025, réalisé par l'un des meilleurs journalistes non partisans des États-Unis. C'est de la part de Bob Woodward que je ne connais pas. Non, je veux dire, il est légendaire, c'est vrai, et il n'est généralement pas très élogieux envers ceux qui évoluent dans ce domaine. Je veux dire, félicitations, c'est le plus grand des compliments. Et ce qui me frappe vraiment, c'est que tes livres deviennent des références et qu'ils sont non partisans. Et c'est exceptionnellement rare dans ce domaine. Je pense que cela ajoute de la valeur. Donc, quand tu dis écrire des livres sans vision globale et cherchant ce qui ressort, il doit aussi y avoir logique et raison. Et ce ne sont pas des convictions partisanes, mais certains pourraient le penser. Comment as-tu réussi à garder ta voix dans un climat de plus en plus polarisé, nous contre eux, surtout dans l'écosystème médiatique? Comment as-tu pu faire cela?
C'est difficile. Certains entendront ce que tu dis et diront « Oui, il est non partisan. Il y a des gens comme ça. » Et d'ailleurs, j'ai reçu ça aussi bien de la gauche que de la droite. Je veux dire, en ce moment, les voix les plus fortes viennent de la droite, mais avant, elles venaient de la gauche. Je veux dire, tu te souviens quand j'étais le correspondant principal à la Maison-Blanche pour Barack Obama? C'est ça. Et je posais certaines des questions les plus directes et les plus difficiles dans la salle de presse, et je révélais des histoires sur des choses comme, tu sais, tous les problèmes avec l'Affordable Care Act et le site web, et, tu sais, les questions sur la façon dont les fonds de relance étaient dépensés et tout ça. Et les gens disaient, tu sais, enfin, j'étais assez durement critiqué, tu sais, par la gauche, tu vois. Et maintenant, eh bien maintenant, ça peut venir. Ça peut venir de la droite Make America Great Again. Mais écoute, moi, je pense que c'est juste savoir que les gens vont me parler. Je vais les traiter équitablement. Je vais les représenter fidèlement, je vais essayer de comprendre d'où ils viennent et, tu sais, de le montrer. Laisse-moi te donner un exemple tiré de ce livre. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont exprimées totalement officiellement. Nous, d'habitude, qui ne le faisons souvent pas, tu sais, parfois oui, mais pas de la façon dont ils l'ont fait pour ce livre. Hunter Biden, avec qui je parlais tout au long de la campagne et avec qui je me suis entretenu avant l'élection et après que son père s'est retiré. Je suis allé en Californie parce que je voulais lui parler, avant que nous sachions qui avait gagné l'élection. Je voulais que ce soit influencé par le gagnant ou le perdant. Et j'ai passé plusieurs heures avec lui, juste tous les deux, à passer en revue tout ce qui concernait la campagne. Pourquoi? Hunter Biden? Parce que Hunter Biden était la seule personne qui parlait à Joe Biden tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant toute la durée de... Hunter était devenu sa muse, son animal totem et son supporter. Et Hunter ne donnait pas d'interview, il ne parlait à personne, mais j'ai développé cette relation. Je parlais sans cesse à Bannon, sauf durant ces 4 mois de prison. Et j'ai eu des heures et des heures de conversation avec Bannon après sa sortie de prison. Donc parfois, je devais en quelque sorte coordonner ces 2 conversations. Je parle à Bobby Kennedy, le voici officiellement. Nancy Pelosi a accepté de faire une interview avec moi avant l'élection. Encore une fois, c'est important pour moi d'obtenir les observations des gens avant que nous connaissions les résultats, parce qu'après, tout est influencé. Et elle a accepté de s'asseoir avec moi pour une longue interview, à condition qu'elle soit utilisée après l'investiture du prochain président, pour le livre. Alors pourquoi ces personnes me parlent-elles? Parce qu'elles savent que je veux leur parler, pas parce que je veux les piéger. Je veux savoir d'où ils viennent. Vous faites du reportage, vous faites du journalisme et vous essayez de découvrir l'histoire derrière l'histoire, afin que lorsque cela éclatera vraiment, vous ayez créé un récit réaliste aux yeux des gens. C'est fascinant, je veux dire, en repensant à cette époque. Et cette dernière élection n'était pas comme aucune autre que nous ayons vue. Et bien sûr, Jake Tapper, Alex Thompson, leur livre Péché originel est sorti. Et je pense qu'ils admettraient que ce livre n'aurait pu être écrit qu'après l'élection, quand tout le monde, l'histoire est écrite par les vainqueurs, n'est-ce pas? Et donc, si, vous savez, Kamala avait gagné, personne n'aurait voulu dire quoi que ce soit contre leur propre parti parce qu'ils veulent préserver leur statut, leur accès et leur emploi. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que, je veux dire, probablement la moitié des entretiens pour ce livre, peut-être plus, ont été réalisés après l'élection. C'est ça. Mais il y avait des acteurs clés. Je voulais lui parler avant de savoir ce qui se passait, pour éviter toute influence. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de déclin cognitif? C'était évident pour quiconque observait vraiment, surtout depuis 1 an et demi. Donc, je pense que de nombreux médias méritent des critiques pour avoir été trop indulgents. C'était presque comme maltraiter une personne âgée. Par exemple, Fox News en a beaucoup parlé, mais c'était comme se moquer d'un gars qui tombe de vélo. Mais il y avait très peu de reportages en profondeur à ce sujet. Est-ce que tu es un peu circonspect par rapport à ton genre de reportage? Réaliser des reportages à cette époque avec le recul? Oui, je pense que chacun devrait réfléchir et critiquer sa façon d'agir, surtout à cette époque. J'ai une vision différente de l'histoire de Biden, et il y a de nombreux reportages à son sujet. Je veux dire, il y a, vous savez, je pense que tout ce drame shakespearien autour de sa décision d'abandonner, eh bien... Vous rapportez qu'en gros, il était vraiment isolé, qu'il n'était pas, je veux dire, même Jeff Zients, son chef de cabinet, n'était même pas impliqué.
Lors de la réunion où il décide d'arrêter, il ne prévient Heinz qu'après coup. C'est surprenant. Au fait, Jeff, j'abandonne la course. Au fait, chef de cabinet, tu devrais être au courant. Prépare ton curriculum vitae. C'est juste pour info. C'est du remaniement. Oui, non, c'est vraiment intéressant. Mais écoute, je ne pense pas qu'il y avait un grand réconfort concernant Joe Biden. Je pense que tout le monde a vu ce qui se passait. À l'écran de télévision. J'ai donc raconté dans le livre en m'asseyant, j'ai eu une interview cette semaine avec Chris Coons, qui était le coprésident de Biden et l'ami de Joe Biden et tout ça. Le dimanche après le débat de CNN. Le débat a eu lieu jeudi puis dimanche. Et il essaie un peu de me dire que la campagne va en fait mieux après le débat. Oui, nos collectes de fonds ont augmenté. Les sondages instantanés montrent que beaucoup pensaient que Trump mentait. Et tu sais, je suis là, mec, vraiment. Donc pour moi, et je suis assez direct dans le livre. Je dis qu'il ressemble un peu à Baghdad Bob, le porte-parole de Saddam Hussein qui tenait une conférence de presse à Bagdad, alors que les troupes américaines entraînent dans la ville. En arrière-plan, en quelque sorte, Les infidèles seront vaincus. Tu vois, je veux dire, il y avait donc certainement des acteurs majeurs au sein du Parti démocrate qui détournaient le regard et ne parlaient pas de ce que le monde voyait. Mais je ne pense pas que l'idée que Joe Biden était complètement à côté de la plaque en coulisses, d'une manière qui dépassait tout ce qu'on voyait devant les caméras, soit vraie. Je pense que c'est une erreur. Je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. Il avait perdu sa vivacité et s'était raidi, ce qui était évident pour tous. Mais le déclin cognitif, c'est plutôt qu'il ne répétait pas sans cesse que le Canada devait devenir notre 51e État. C'est encore autre chose. Je pense que chaque président élu finit dans ce que j'appelle la bulle de la flagornerie, entouré de gens. Et vous savez, pour revenir à l'administration Trump, et vous... Puis-je interrompre une seconde? Parce que je veux faire un point important sur Biden que j'ai vraiment documenté dans ce livre. Les interactions de Biden avec Donald Trump, en commençant par la fusillade à Butler et en terminant le 20 janvier lors de l'investiture, sont fascinantes. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer de rapporter ce que les deux disaient. Et dans certains cas, j'ai pu parler à des personnes qui avaient littéralement entendu les conversations, les appels téléphoniques. Comme après la tentative d'assassinat. Oui, et la sorte de camaraderie presque fraternelle qu'ils avaient en tous les deux, ce qui est complètement à l'opposé de la façon dont Trump parle de Biden. Et franchement, la façon dont Biden parle de Trump. Mais je pense qu'il y a un aspect de Biden qui est sous-estimé, c'est que sa présidence va être examinée de façon très critique par les historiens, parce que la façon dont il a géré la transition avec un gars qui a refusé de lui accorder ce que tous les autres présidents avaient en effet lors d'une transition. Je pense que c'était assez significatif. Il a fait preuve de grâce, là où Trump n'en a montré aucune. Il a fait preuve de grâce. Il a été honorable et d'ailleurs il était tout à fait lucide en faisant tout cela. Il a vu Trump 2h30 en novembre dans le bureau ovale. Et les seules personnes présentes en dehors de Trump et Biden étaient Jeff Zients et Susie Wiles. C'est fascinant. Donc, je veux revenir au livre. Ce week-end, vos notes improvisées du vice-président Mike Pence ont émergé. Je suppose que vous êtes un être humain qui travaille dur pour obtenir des scoops. Quand c'est arrivé, quand vous êtes arrivé à ce moment-là, vous avez dû être ravi, genre « Oh, wow, c'est quelque chose de nouveau ». C'est une archive de l'histoire que vous allez révéler pour la première fois. Pouvez-vous expliquer comment c'est arrivé? Tout d'abord, c'est un document historique extraordinaire. Malgré toutes les discussions sur le 6 janvier, les longues audiences en prime time du comité et les nombreux excellents reportages, ce document n'avait jamais été vu. Et c'est un document fascinant à voir parce qu'il est littéralement sur un agenda. C'est sur un calendrier papier où il est écrit 6 janvier, et ce sont les notes manuscrites de Pence sur sa conversation juste avant qu'il ne monte au Capitole et juste avant que la foule ne fasse irruption en commençant à réclamer l'exécution de Pence. Exactement. Pendez Mike Pence, c'est un appel tendu. Il écrit que tu passeras pour un lâche. J'ai fait une grosse erreur il y a 5 ans quand je t'ai choisi comme colistier. À un moment donné sur les notes, Pence dessine ce qui ressemble à un emoji visage triste ou en colère.
C'est comme l'opposé d'un visage heureux. Et regardez, une grande partie, j'ai eu beaucoup d'aide pour ce livre de la part de mes collègues à American Broadcasting Company, Declan Garvey, qui était avec le Dispatch. Ça a été un effort monumental, mon plus grand défi journalistique. À ce sujet, Catherine Falders à American Broadcasting Company est l'une des meilleures journalistes de Washington. Et elle a fait un travail absolument remarquable sur les enquêtes et le suivi juridique, et elle a joué un rôle clé pour mener cela à bien. C'est bien, tant mieux pour vous deux. Quel est un passage du livre qui, selon vous, surprendra le plus les gens ou qui vous a peut-être même le plus surpris lors de votre enquête? Pour moi, personnellement, lire à propos de la transition, le spectacle à Mar-a-Lago et le fait que, vous savez, Steve Bannon essayait de faire passer des messages à Boris Epstein depuis Danbury via la COVID. Oh, la prison, oui. Oui, et vous savez, la façon dont vous décrivez ce défilé de personnes très puissantes qui, en quelque sorte, s'inclinaient devant le type qui avait soudainement tout le pouvoir. J'ai trouvé cela vraiment, vraiment fascinant et c'était une excellente lecture. Mais pour vous, quelle partie du livre surprendra nos téléspectateurs, selon vous? Je veux dire, j'adore. La scène à Mar-a-Lago pendant la transition montrait que Trump semblait bien plus discipliné qu'avant, selon de nombreux commentaires de l'époque. Suzy Wiles veille vraiment à ce que tout fonctionne parfaitement. Vous savez, il fait ses nominations, il annonce beaucoup plus rapidement qu'il compte nommer. Mais en réalité, le processus était tout simplement incroyable. C'était comme Grand Central pour l'influence politique à Mar-a-Lago. Et dans ce hall, le salon à Mar-a-Lago, je décris une scène où un candidat au poste de procureur général est assis à côté d'un candidat à un autre poste au cabinet que je ne peux nommer. Vous avez Pete Hegseth qui passe tranquillement et les gens assis sur le canapé pensent que Pete Hegseth est là pour interviewer Trump parce qu'il est l'animateur du week-end sur Fox et qu'il ne serait pas là pour un poste. Le lendemain, il est finalement annoncé comme candidat au poste de secrétaire à la défense. Cachoir, cache 4 candidats, je suis désolé. Et Cash Patel, tu sais, quand qui brigue la direction du FBI et Trump est censé d'abord assez sceptique, et Cash Patel attend dans le hall pour que, non, quand Trump entre et sort, il puisse lui faire son argumentaire d'ascenseur pendant qu'il traverse le couloir, je veux dire, toutes ces scènes. Et puis, il y a un bateau, un yacht dans la voie navigable côtière, juste en bas de Mar-a-Lago, appartenant à un homme nommé John Rich, un magnate du charbon à la retraite. Et c'est comme l'équipe de transition Make America Great Again, non officielle, tu sais, composée de vrais croyants. Et j'écris à ce sujet, puis je vais visiter le yacht. Et je parle avec eux, je veux dire, il se passe des choses là-bas qui sont tout simplement hallucinantes. Et tout le drame autour de Boris Epstein, tu sais, et comment il est pris pour cible, il a failli être viré brièvement. Il semble même avoir été licencié et mis à l'écart. Il revient en quelques jours et devient l'un des éléments remarquables de la scène. Une petite chose laisse-moi t'en donner 2 très rapides. Quand Pelosi rencontre avec Biden après qu'elle soit passée dans l'émission Morning Joe et qu'elle lui ait planté le couteau dans le dos en disant qu'il doit prendre une décision. Le gaz a déjà décidé qu'il reste. Et c'est la dernière vraie conversation que Joe Biden et Nancy Pelosi ont eue. Cela se passe en juillet 2024 lors d'une réunion secrète. Personne ne sait que cela a lieu. Pas même le personnel de l'aile ouest. L'une des assistantes de Biden, une amie proche de la famille et collaboratrice, Annie Tomasini, est littéralement la seule à être au courant et fait en sorte que Pelosi puisse arriver discrètement, non pas par l'aile ouest, mais par la résidence. Vous savez, c'était l'aile est avant qu'elle ne soit détruite. J'ai décrit où la réunion a eu lieu, dans le salon ovale jaune à l'étage, avec vue sur la pelouse sud et le balcon Truman. Et à la fin de la réunion, gardez à l'esprit qu'il n'y avait que 2 personnes dans cette réunion. À la fin de la réunion, ils sont tous 2 très catholiques. Ils sont vraiment, vraiment... À l'ancienne. Ils sortent des chapelets. Chacun d'eux a un chapelet avec lui. Oh, waouh, une pièce de chapelet, et ils récitent pour une prière ensemble. Oh, donc ça me touche vraiment, beaucoup. Et maintenant, ils sont comme des ennemis pour toujours. Mais avant de se séparer, ils ont ce moment, tu sais, où ils sortent les chapelets. Et tu sais...
C'est incroyable. Tu sais, beaucoup de gens... Je voulais t'en donner un autre, mais on attendra. Il y en a un autre. Hmm. Dernière question. Revenons à l'équipe de presse de la Maison-Blanche. Je te demande ça parce que tu étais si proche d'eux et tu as mentionné la rumeur selon laquelle, sous la direction de Suzy Wiles, l'équipe Trump pour un second mandat est bien plus professionnelle. Je trouve que l'équipe de communication de la Maison-Blanche est plus disciplinée. Ils sont beaucoup plus stricts et pourtant ils s'engagent, moi, de manière très agressive dans le trolling de leurs adversaires d'une façon vraiment puérile et immature. Comment l'Amérique ou le corps de presse devrait-il gérer cela? C'est comme s'ils ne se prenaient pas trop au sérieux, mais ils sont vraiment doués pour se moquer des gens de façon inspirée. Alors, laissez-moi peut-être vous surprendre un peu. Je pense que Caroline Leavitt est la secrétaire de presse la plus efficace que Trump ait eue. Et il y a deux choses que l'on recherche chez un secrétaire de presse. Le secrétaire de presse a-t-il vraiment accès aux infos? Sait-il de quoi il parle? Et connaît-il l'état d'esprit du président? Voilà. Certains secrétaires de presse sont excellents avec les médias, mais ignorent la réalité des événements. Deuxième question. Interagissent-ils avec la presse? Sont-ils disponibles? Eh bien, elles, non. C'est des bêtises. Bien sûr, il y a tout le trolling et tout ça, mais elle reflète son patron. Donc si vous êtes furieux et en colère contre Caroline Leavitt, contre la façon dont elle parle, ce qu'elle dit, son trolling ou peu importe comment vous voulez l'appeler, elle reflète la personne pour qui elle travaille. C'est ça. Elle les représente. Ils l'adorent absolument. Je ne pense pas qu'il y ait un porte-parole qui les tue, en qui il ait plus confiance. Peut-être, vous... C'est une expression claire d'une personne, non? Moi, Sarah Sanders, j'ai compris. Mais je pense que Caroline Leavitt, tu sais, elle n'est pas comme ça. Elle travaille pour quelqu'un. Écoute, je peux monter sur mes grands chevaux à propos de quelque chose qui est absolument vrai. Le porte-parole de presse reçoit un salaire des contribuables du gouvernement américain et il est là pour s'exprimer au nom non seulement de la figure politique du président, mais aussi de la branche exécutive du gouvernement des États-Unis. Mais nous sommes à une époque où Donald Trump a pris le contrôle de la branche exécutive du gouvernement des États-Unis d'une manière qu'aucun autre, aucun prédécesseur n'a fait. On peut même dire... De la branche législative également. Et bien sûr, est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Donc tu sais, écoute, je pense que si tu veux t'énerver contre Caroline, alors tu dois diriger ton attention vers son patron. Elle reflète son patron. Dernière question. Troisième mandat. Oui, je crois qu'ils font ça pour provoquer. Je veux dire, mais il faut y prêter attention. Et d'ailleurs, juste un petit aperçu à ce sujet. Bannon est vraiment le gars qui a lancé ce truc. Non, c'est lui qui le mène. Je veux dire, il l'a lancé, je parle d'avant l'investiture de Trump. Il parlait déjà d'un troisième mandat. Je pense que Bannon a commencé à faire ça surtout pour troller John David Vance. Il ne veut pas donner à John David Vance la chance de commencer à se préparer pour sa propre campagne afin de remplacer Trump. Parce que si tu dis sérieusement que ce sera encore Trump, alors pourquoi lui? Que va-t-il faire? Je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Mais ce que je ne sais pas, c'est comment Trump va s'en aller et quand. Dès qu'il déclare ne plus se présenter officiellement, la Constitution l'interdit, donc il ne se présente plus. Et vous savez, je soutiens Marco Rubio ou je soutiens John David Vance, alors l'attention se porte sur quelqu'un d'autre. Et ça ne jouera pas en sa faveur. Donc je ne sais pas quand cela arrivera, ni comment cela arrivera. Donc il faut surveiller ça. Mais je pense que oui. Eh bien, je me souviens avoir vu un tweet. Mick Mulvaney dit que Trump, bien sûr, cédera le pouvoir avec grâce s'il perd en 2021. Aujourd'hui, quand on dit d'ignorer l'histoire du troisième mandat, on l'a déjà vécu. Pour moi, cela ressemble à une provocation théâtrale, un peu comme dans le catch professionnel. J'adore l'idée qu'il essaye de garder John David Vance dans son entourage. Mais surtout, la vraie question que tu viens de poser est à quoi ressemblera le prochain ex-président? Je me souviens d'un article du New Yorker qui montrait une illustration de Bill Clinton. Il ressemblait à un producteur d'Hollywood. On dirait qu'un président se définit davantage comme ex-président, à l'image de Bill Clinton, que comme président. Avec Trump, il est impossible de l'imaginer ne pas être le personnage principal. Une chose que j'ai rapportée dans Trahison, c'est qu'à mesure que Trump devenait de plus en plus extrême et contestait les résultats de l'élection,
Certains proches disaient « il est temps de passer à autre chose ». Biden a gagné. Et l'une des choses qu'ils essayaient en fait de faire pour lui donner autre chose à penser, c'était sa bibliothèque présidentielle. Ils lui montraient pondre des plans, mais il ne voulait rien savoir. Contester les résultats de l'élection, c'était tout ce qui comptait. Maintenant, il est en fait en train de lever des fonds pour cette bibliothèque. Il pourrait exposer un gros avion dans cette bibliothèque. Il n'a aucun problème à lever des fonds. Ouais, je veux dire. C'est ce qu'il fait. Jean-Carl, c'est ça, c'est le livre. Ce livre est merveilleux. La répétition était excellente. On devrait enregistrer. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce que... Avons-nous beaucoup parlé des médias? J'espère que non. Eh bien, je suis désolé. Je t'ai tiré l'oreille et un peu traîné, mais c'était super. Merci d'être venu. Je suis d'accord. Merci beaucoup, j'apprécie, merci.